Bonsoir, ici Sam, installez-vous. Mettez le son comme il faut, pas trop fort, juste assez pour entendre la ville respirer. La dernière fois, on a traversé Sans espoir de retour, David Goudis, 1954. Une histoire qui a la politesse de ne pas faire de grands discours, mais qui vous laisse quand même une trace, comme une odeur de pluie sur un manteau qu'on n'arrive pas à sécher. Ce genre de récit où l'on comprend vite que le décor n'est pas seulement un décor, c'est une cage, et parfois un miroir. Et quand on referme ce genre de livre, une question bête mais tenace s'accroche à nous. Elle s'incruste, impossible à chasser d'un revers de main. Ce soir, on ne va pas traquer un personnage. On va suivre une piste plus vaste. On suit une trace. On respire l'encre. On écoute le papier murmurer. Cette piste, c'est celle d'un atelier, un endroit concret ou imaginaire, où les mots se forgent à plusieurs voix, où la langue se façonne à coups d'essais, de coups de génie, de tentatives manquées ou réussies. Un atelier, c'est parfois plus fort qu'un auteur seul. Il modèle le ton, il insuffle un souffle collectif. Il déplace le centre de gravité de la voix narrative. Parfois, ce n'est pas un écrivain qui invente une voix, c'est tout un atelier qui la fabrique. Ce que je vous propose ce soir, c'est d'ouvrir un dossier un peu particulier, celui d'une collection qui a fait bien plus que publier des romans. Elle a fabriqué une manière de parler, imposé un rythme, une cadence, une couleur qui s'entend presque avant de se lire. Mais comment cette identité linguistique s'est-elle construite? C'est ce que nous allons explorer à travers le parcours de cette collection. Le sujet de l'épisode, c'est la série noire, Gallimard, naissance d'une langue noire. Alors, langue noire, qu'on se comprenne, ce n'est pas une grammaire officielle avec des règles au cordeau, c'est une musique, une façon de faire sonner le français plus direct, plus oral, plus nerveux. Contrairement au français académique, la langue noire s'autorise des ruptures de syntaxe et privilégie les phrases courtes, créant ainsi un rythme haletant. Une langue qui avance, qui coupe court aux longues explications, qui préfère l'impact à la dissertation. Et c'est là que cette collection a frappé fort. Elle n'a pas seulement rassemblé des histoires sombres, elle a imposé un style, elle a rendu sa couleur si reconnaissable qu'on pouvait parfois deviner où on mettait les pieds dès les premières lignes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, posons le décor. Ce soir, on va décortiquer la langue noire en suivant un fil conducteur précis. On va relier le contexte historique, la direction prise par les auteurs, la mécanique éditoriale de la série noire et surtout l'oralité, l'argot et la densité. Tous ces éléments vont s'entremêler pour révéler comment une voix collective s'est forgée pas à pas au fil des romans. C'est une sorte de puzzle où chaque pièce compte et où l'ensemble raconte bien plus qu'une simple addition de styles individuels. Je me souviens d'une nuit où, plongé dans un polar de la série noire, j'ai eu l'impression d'entendre la voix du narrateur résonner dans la pièce, une voix brute presque familière, qui semblait parler directement à moi en esquivant les détours inutiles. Ce n'était pas seulement une lecture, c'était une rencontre, comme si le livre m'avait pris à part dans une ruelle pour me livrer ses secrets. Ce genre de choc, je l'ai vu aussi chez des auteurs. Certains racontent qu'ils se sont mis à écrire différemment après avoir respiré cette langue plus vive, plus tranchante. Alors, pour comprendre la mécanique de cette langue collective, il faut regarder comment l'oralité s'invite dans l'écriture ici, les phrases claquent comme des répliques de cinéma, l'argot colore chaque page, et la densité permet de concentrer l'action, de donner du poids à chaque mot. Ce ne sont pas des accessoires, mais le carburant qui propulse le récit. Imaginez un dialogue où « ça roule ma poule » remplace une formule polie tout de suite. Le ton bascule, le rythme s'accélère, la proximité s'installe. C'est cette matière vivante, parfois rugueuse, qui fait de la langue noire une véritable voix collective, incarnée, à la fois héritée et renouvelée par chaque génération de lecteurs et d'auteurs. Alors, voilà. Ce soir, on ne fait pas de nostalgie de musée, on remonte un mécanisme, une fabrique. Et quand on aura compris comment elle tournait,
on comprendra mieux pourquoi elle a marqué des générations de lecteurs. On remonte la piste. Juillet 1945. Paris. La guerre vient à peine de lâcher prise, mais l'air reste lourd. On a faim, on a froid, on a des nerfs usés. Et, dans les têtes, une idée commence à s'installer. Il faut des histoires qui collent au réel, des histoires qui ne font pas semblant, des histoires où la morale n'est pas une pancarte bien peinte, mais une question qui se salit vite. Et c'est là qu'arrive, chez Gallimard, une idée simple, une idée presque commerciale, mais pas seulement. Une idée littéraire, au fond, créer une collection qui a du cran, une collection qui ne parle pas comme un notaire, une collection qui parle comme la rue quand elle a décidé de dire la vérité. À la manœuvre, il y a un homme, Marcel Duhamel. Pas un académicien, pas un gardien de musée, plutôt un type qui sait ce que c'est qu'un récit qui file droit et qui comprend une chose essentielle. Le lecteur, il n'achète pas seulement une intrigue, il achète une sensation. Le nom, lui, ne tombe pas du ciel, il vient d'un poète, Jacques Prévert, série noire, 2 mots, pas de fioriture, une enseigne. On sait où on met les pieds. Les tout premiers titres, 2 romans de Peter Cheyney, La môme vert de gris et Cet homme est dangereux. Rien que les titres, déjà, font le travail. Ça promet du rythme, du danger, des phrases qui ne s'excusent pas d'exister. Mais attention, le coup de génie n'est pas seulement dans le choix des livres. Il est dans la façon de les présenter. La série noire comprend très vite que la collection, ce n'est pas un simple emballage, c'est un pacte. Et ce pacte, il se voit. La couverture, noire et jaune. Une identité qui tape dans l'œil et qui se repère de loin, même quand on est pressé, même quand on n'a pas le temps, même quand on achète vite fait, avant un trajet. C'est une signature visuelle, un uniforme. Et derrière l'uniforme, il y a la discipline. Format constant, pagination contenue, rythme de parution. Tout pousse vers le même objectif, efficacité. Quand on promet au lecteur une lecture tendue, on ne peut pas lui servir des longueurs. On ne peut pas s'endormir sur ses propres phrases. C'est là que naît ce qu'on appelle ici la langue noire. Pas une langue inventée de toutes pièces, non. Plutôt un français poussé dans ses retranchements. Plus oral, plus sec, plus rapide. Un français qui s'autorise des tournures plus directes. Un français qui n'a pas peur de l'ombre. Il faut aussi comprendre le contexte. À cette époque, l'Amérique fascine. Pas seulement pour les voitures ou les films, mais pour une certaine manière de raconter. Ça avance, ça coupe, ça dialogue. On est loin des phrases qui se regardent dans le miroir pendant 3 pages. La série noire, elle, veut ce tempo-là. Elle veut une lecture qui fait tourner les pages toute seule. Une lecture qui a du nerf. Et pour obtenir ça, elle ne va pas seulement traduire au sens scolaire. Elle va mettre en place un style maison, une couleur. Vous voyez le principe. On ne vient pas chercher un roman. On vient chercher ce goût-là. Comme on entre dans un café parce qu'on aime sa façon de faire le noir, pas seulement parce qu'on a soif. Et c'est là qu'on touche le point crucial. La série noire n'est pas qu'une vitrine. C'est un atelier qui va apprendre à faire sonner le français autrement, à raccourcir, à tendre, à faire entendre des voix. On va ouvrir le capot et regarder la mécanique de plus près, le programme, la promesse et la méthode. Comment une collection transforme un ensemble de livres en une véritable marque de langage. Parce qu'une collection, ce n'est pas seulement une rangée de livres, c'est une promesse. Et la série noire, elle, a eu l'intelligence de formuler sa promesse assez tôt, assez clairement, presque sans politesse. Le programme, en substance, tient en 3 idées. Première idée, ça doit aller droit. Pas de grands rubans, pas de longues explications. Le récit doit avancer comme une voiture qui n'a plus le temps d'être gentille. Deuxième idée, ça doit sonner vrai. Vrai au sens d'une voix, d'un ton, d'une manière de parler qui vous donne l'impression d'être à côté du personnage, pas au-dessus de lui. Troisième idée, ça doit accrocher.
et accrochez fort. Pas pour faire peur gratuitement, pour créer cette tension qui vous fait dire encore une page, puis encore une, et puis mince, il est déjà tard. Le point décisif, c'est qu'à un moment, le directeur de collection l'écrit noir sur blanc. Et là, on comprend que rien n'est laissé au hasard. La langue doit être peu académique, oui, mais surtout efficace, chargée, électrique. Je vous cite un court extrait, juste pour sentir le ton, pas pour faire le musée, exprimé dans une langue fort peu académique. Bref, notre but est fort simple, vous empêcher de dormir. Voilà, ce n'est pas une phrase de professeur, c'est une consigne de fabrication. Et quand on dit « vous empêcher de dormir », on ne parle pas uniquement d'intrigue. On parle de montage, on parle de vitesse, on parle de phrases qui coupent au bon endroit, de dialogues qui claquent, d'images nettes sans bavure. À partir de ce moment-là, la série noire fait quelque chose de très moderne. Elle ne vend pas seulement des histoires, elle vend une expérience de lecture, une sensation. Et cette sensation, elle ne tombe pas du ciel, elle se construit. Comment? En imposant une discipline au récit. On réduit les détours, on limite les ralentissements, on évite que le livre s'écoute parler, on privilégie ce qui agit, ce qui heurte, ce qui fait basculer une situation. Ce n'est pas contre la psychologie, c'est un autre choix. Au lieu d'expliquer longuement, on laisse le lecteur comprendre en marchant, on lui fait sentir, on lui fait deviner, et souvent c'est plus fort. C'est ici que la langue noire commence à prendre forme de manière presque mécanique, une langue plus resserrée, plus orale, plus rapide, une langue qui ressemble à une conversation tendue, pas à un discours. Et c'est ça le paradoxe. Pour obtenir une langue qui a l'air spontanée, il faut une méthode. Pour obtenir une impression de liberté, il faut une contrainte. Maintenant, on arrête de regarder l'enseigne. On passe derrière le comptoir. Parce que la langue noire, ce n'est pas seulement une inspiration, c'est aussi une fabrication. Et, dans une fabrication, il y a toujours une chose qu'on sous-estime, la contrainte. La série noire, très vite, impose un cadre, un format reconnaissable, une longueur maîtrisée, une régularité. En clair, les livres doivent tenir dans un moule. Pourquoi c'est important? Parce qu'un moule, ça force à choisir. Et choisir, ça force à écrire autrement. Quand la place est comptée, on ne peut pas tout garder. On coupe ce qui traîne. On raccourcit les détours. On évite les paragraphes où le récit se regarde marcher. Résultat, la phrase se resserre. Elle devient plus courte, plus directe. Elle vise les faits. Elle vise le rythme. Et ça, c'est une vérité de terrain. Bien souvent, ce n'est pas le style qui crée d'abord la vitesse. C'est l'obligation de tenir la vitesse. On pourrait croire que c'est seulement de l'économie. Mais non, c'est aussi une esthétique. La série noire veut une lecture tendue, sans relâche. Donc, elle pousse vers un certain montage narratif. Des scènes qui s'enchaînent, des dialogues qui font avancer, des descriptions qui plantent un décor vite et bien, et surtout, moins de bavardage intérieur. Ce n'est pas un jugement moral, c'est un choix de tempo. Un peu comme au cinéma, si vous allongez trop, vous perdez l'attention. Si vous coupez trop, vous perdez le sens. Il faut trouver la coupe juste. Et ce qui est fascinant, c'est que cette logique finit par produire une couleur stable. Même quand les auteurs changent, même quand les histoires n'ont pas le même goût, le lecteur retrouve une sensation familière. Ça va vite, ça sonne oral, ça ne fait pas de manière. Autrement dit, la collection devient une sorte de signature, pas seulement graphique, une signature de langage. C'est là qu'on comprend le mot « atelier ». La série noire n'est pas qu'un lieu où l'on range des livres, c'est un lieu où l'on ajuste des textes pour qu'ils tiennent la promesse. Et ce réglage, il ne concerne pas seulement la longueur, il concerne la voix, la façon dont les personnages parlent, la façon dont le narrateur regarde le monde, la manière de faire sentir une rue, une fatigue, une menace, sans passer par de longues explications. En somme, on fabrique une langue de l'efficacité.
Parce que pour obtenir cette cohérence, il ne suffit pas de choisir des romans. Il faut aussi travailler la façon dont ils arrivent en français. L'atelier est ouvert, la machine tourne. Maintenant, on regarde qui tient les outils. On a vu le moule, le format, la cadence. Maintenant, on arrive au point sensible, celui qui fait tousser les puristes et sourire les gens qui connaissent l'atelier. Parce que dans cette histoire, il y a un secret de fabrication. La série noire ne s'est pas contentée de traduire. Elle a souvent ajusté, réglé, accordé, comme on accorde un instrument avant de jouer, pour que la note soit juste et que le tempo tienne. Traditionnellement, on imagine la traduction comme un miroir. Un texte passe d'une langue à l'autre et on espère garder le plus possible intact. Ici, la logique est un peu différente. La priorité, c'est la promesse de lecture, la couleur, le rythme. Et quand un passage ralentit, quand une scène s'étire, quand un dialogue perd sa tension, l'atelier intervient. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question d'objectif. Faire entendre une voix qui colle à la collection. Ce travail, il ne repose pas toujours sur une seule personne. Les recherches sur les archives de la collection montrent un vrai travail de révision interne, collectif, avec des habitudes de maison, des lectures, des retouches, une oreille pour l'oralité. Imaginez la scène. Un texte arrive, parfois brillant mais irrégulier, parfois trop long, parfois trop littéraire au sens où il prend son temps. Et derrière, on le fait passer à l'établi. On resserre, on coupe les temps morts, on renforce la nervosité, on fait sonner les répliques. En clair, on le met au diapason. C'est là que naît une chose très moderne, l'idée qu'une collection peut fabriquer un style commun au-delà des auteurs. Le lecteur ne reconnaît pas seulement une intrigue, il reconnaît une allure. Et cette allure, elle tient à des détails. Une phrase plus courte, un verbe qui arrive vite, moins de détours, une ironie sèche, une tension permanente, même dans les scènes calmes. On pourrait appeler ça une forme de montage du texte. Pas un montage qui trahit, mais un montage qui dirige l'énergie. Et il y a un paradoxe délicieux au fond. Cette langue qu'on croit spontanée, populaire, presque naturelle, elle est souvent le résultat d'une technique, d'un savoir-faire. C'est de l'artisanat à grande échelle. Voilà pourquoi on parle de langue noire comme d'un produit vivant. Elle n'est pas seulement la somme des livres publiés, elle est aussi la somme des gestes invisibles qui les ont rendus compatibles entre eux. Mais attention, ce réglage ne suffit pas. Pour que la couleur prenne vraiment, il faut un carburant, une matière sonore, quelque chose qui donne à la page l'impression de parler. Et ce carburant, c'est ce qu'on va ouvrir. L'oralité, l'argot, et cette connivence immédiate qui fait qu'on entend une voix avant même de comprendre toute l'histoire. On a vu l'atelier. Maintenant, on écoute la rue. On arrive à la partie que tout le monde sent, même sans la nommer. La fameuse langue noire. Ce n'est pas seulement une question de rythme ou de coupe, c'est une question de voix. Une voix qui vous parle à l'oreille. Et cette voix, la série noire, l'a trouvée grâce à 2 leviers simples. Le premier, c'est l'oralité. Le texte donne l'impression d'être dit, pas récité, dit, avec des phrases qui respirent comme des répliques, avec des tournures qui évitent les grands airs, avec une manière de regarder le monde qui va droit au point sensible. On lit et on entend. Le second levier, c'est l'argot. Alors attention, pas l'argot, cours du soir ou liste de mots. Ici, l'argot sert surtout à produire un effet immédiat, celui d'un milieu, d'une rue, d'un rapport de force. Parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. La langue, dans le roman noir, c'est aussi une frontière. Certains comprennent tout de suite, d'autres doivent s'habituer, deviner, apprendre sur le tas. Et c'est voulu, ça vous met dans la peau du lecteur qui arrive dans un monde où tout le monde n'a pas les mêmes codes. Autrement dit, l'argot ne décore pas, il classe, il trie, il place les gens, il dit qui est à l'aise, qui est en dessous, qui joue, qui subit. Et c'est là que la série noire a fait un coup très malin.
Elle a souvent remplacé le parler de là-bas par une énergie d'ici. Le texte vient d'un autre pays, mais la sensation est rendue en français, avec une voix qui accroche le lecteur français. Ce n'est pas de la triche, c'est une stratégie de lecture, faire que l'effet arrive tout de suite. Et quand ça marche, c'est redoutable. On peut ne pas connaître le quartier, la ville, le système, mais on reconnaît l'allure, on reconnaît le ton, on reconnaît la fatigue, l'ironie, le coup d'œil qui ne se paye pas de mots. Il y a même un moment où cette langue noire devient si forte qu'elle n'est plus seulement un outil d'adaptation. Elle devient une création française à part entière, avec des auteurs qui écrivent directement dans cette musique, des auteurs pour qui la phrase n'est pas seulement une phrase, mais une manière de marcher, de parler, de tenir debout dans un monde tordu. Et là, on touche quelque chose d'important. La série noire a rendu populaire une littérature qui n'avait pas besoin de se déguiser en littérature bien élevée. Elle a permis un français direct, vivant, parfois drôle, parfois dur, mais presque toujours efficace. On a la voix, on a le rythme, on a l'argot comme carburant. Reste une question. D'où vient cette impression d'ailleurs qu'on sent dans tant de titres de la collection? On répond souvent trop vite. Ça vient des États-Unis. Oui et non. Bien sûr, la série noire s'est nourrie du roman noir anglo-américain. Mais ce qui est remarquable, c'est que l'américanité, ici, devient une sensation, un effet de lecture, presque un parfum. Et un parfum, ça se fabrique. D'abord, il y a les codes. Les grandes villes, les nuits longues, les hôtels tristes, les bureaux trop éclairés, les couloirs où tout résonne, et puis cette manière de raconter. On avance, on tranche, on dialogue, on ne se justifie pas. Ensuite, il y a une chose capitale, la répétition. Quand une collection publie volume après volume dans une même couleur, le lecteur apprend cette couleur. Il la reconnaît. Et un jour, elle suffit à déclencher l'impression. Autrement dit, l'américanité n'est plus seulement l'origine d'un livre, elle devient l'allure d'un livre. Et là, on touche à un mécanisme très moderne, l'effet de traduction. Le simple fait de lire un texte présenté comme venu d'ailleurs, passé par un filtre, peut produire une sensation d'authenticité. Pas une authenticité de musée, une authenticité d'ambiance. Le lecteur se dit « ce n'est pas ma rue, ce n'est pas mon monde, donc ça doit être vrai. C'est humain et c'est puissant. » Sauf qu'entre le texte d'origine et le lecteur, il y a l'atelier. Et l'atelier, on l'a vu, ajuste, resserre, accorde. Résultat, ce qu'on appelle l'américanité est parfois un mélange précis, un décor d'ailleurs, oui, mais une voix rendue lisible ici, immédiatement, dans le français qui frappe vite. C'est même pour ça que la collection a pu jouer, à une époque, avec des signatures et des apparences, parce que l'important n'était pas seulement d'où ça vient, mais est-ce que ça sonne comme ça doit sonner? Et quand une collection atteint ce niveau, elle franchit une étape. Elle n'a plus besoin d'être garantie d'origine à chaque ligne. Elle devient sa propre garantie. Ce point est essentiel pour comprendre la suite, parce qu'il y a un moment où cette mécanique se heurte au réel, au droit, aux règles du commerce, aux limites de l'illusion. Et c'est là qu'on arrive au tournant. On y est, le moment où l'atelier change de régime. Au début, la collection avance avec une carte maîtresse. Ça vient d'ailleurs. Le lecteur y croit, il y goûte, il y revient. Et, volume après volume, la couleur s'installe. Sauf qu'à un moment, cette mécanique se heurte au réel. Pas au réel des histoires, au réel des règles. Des questions juridiques apparaissent autour de certaines pratiques, pseudonymes, apparences, et tout ce qui peut donner l'impression qu'on joue un peu trop avec l'origine des textes. Bref, le décor ne suffit plus. Il faut clarifier, et c'est là que la série noire montre qu'elle a gagné sa bataille. Elle peut se permettre de changer sans perdre son public. Pourquoi? Parce que la marque est devenue plus forte que la Libye. Autrement dit, on n'a plus besoin d'un passeport à chaque page. Le lecteur reconnaît déjà la voix,
Le rythme, l'atmosphère, la collection a fabriqué sa propre garantie. À partir de là, un mouvement devient plus visible. Des auteurs français peuvent entrer dans la collection en signant de leur vrai nom, sans qu'on leur colle une fausse étiquette. Et la couleur tient quand même. C'est un signe très net. La langue noire, désormais, n'est plus seulement une adaptation du roman noir anglo-américain. Elle devient une possibilité française, une manière d'écrire noir en français directement sans béquille. Et ce basculement a une conséquence importante. La série noire cesse d'être seulement une fenêtre sur un ailleurs, elle devient un laboratoire, un lieu où le roman sombre se met à parler français pleinement, avec son propre rythme, ses propres mots, son propre souffle. Le lecteur ne vient plus seulement chercher l'Amérique, il vient chercher une sensation, une densité, une façon de raconter où la phrase ne fait pas la coquette. Il y a une chose que le temps ne pardonne jamais, les effets trop réussis. Quand une collection fabrique une couleur très marquée, une voix très typée, un rythme très reconnaissable, une manière d'aller au nerf, elle gagne un avantage immédiat. Le lecteur est pris, il reconnaît la patte, il en redemande. Mais à long terme, cette réussite a un revers, ça peut vieillir. Pourquoi? Parce que l'argot change, les habitudes de lecture changent. La notion de vitesse change, même l'oreille change. Une expression qui sonnait juste en 1950 peut sonner datée aujourd'hui. Une tournure bien de son époque peut donner l'impression d'un décor de cinéma ancien, charmant, mais éloigné. Et surtout, il y a une autre réalité, la série noire n'a pas seulement traduit, elle a parfois resserré, simplifié, orienté pour tenir sa promesse de lecture. Donc avec le recul, certains lecteurs et certains éditeurs ont voulu revenir à une approche différente, moins couleur maison, plus proche du texte d'origine. C'est là que naissent les retraductions. Et il faut être clair, une retraduction, ce n'est pas forcément un procès contre les anciennes versions, c'est souvent un changement de priorité. Avant, on voulait que ça file, que ça frappe, que ça sonne, ici, tout de suite. Aujourd'hui, on peut vouloir autre chose. Plus de sobriété, plus de nuances, moins de patine, et parfois, des passages qu'on préfère ne plus couper. Ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est une autre manière de lire. On pourrait résumer ça comme ça. La série noire a fabriqué une langue d'impact. Les retraductions cherchent parfois une langue de précision. Et là, on touche à quelque chose de très intéressant. Une collection, quand elle réussit, impose un style. Mais ce style, à force d'être si identifiable, finit par devenir un objet historique, une empreinte, une photographie d'une époque. Ce qui était une modernité devient une mémoire. Et c'est peut-être là, au fond, la mélancolie dont je parlais au début. Pas une tristesse larmoyante, une mélancolie lucide. Parce qu'on voit bien ce qui s'est un peu perdu dans beaucoup de productions actuelles, la densité, la coupe juste, l'oralité qui ne s'excuse pas, le plaisir d'un style populaire qui n'est pas paresseux. La série noire, elle avait cette exigence paradoxale, faire simple mais pas pauvre, aller vite mais pas bâclé, parler direct mais viser juste. On referme le dossier. Ce qu'on a vu ce soir, ce n'est pas seulement l'histoire d'une collection, c'est l'histoire d'un outil, d'une machine à fabriquer de la voix. La série noire, au fond, a fait trois choses à la fois. Elle a importé une manière de raconter, plus directe, plus nerveuse, plus tendue. Elle l'a rendue lisible ici, tout de suite, avec un français qui parle, qui mord, qui avance. Et elle a imposé une couleur si stable qu'elle a fini par devenir une signature, presque un instinct de lecture. Et c'est ça, la naissance d'une langue noire, une langue d'oralité, de vitesse, de coupe juste. Une langue où les phrases ne s'admirent pas, elles travaillent. Il y a là une leçon simple, presque brutale. Le style n'est pas forcément un luxe. Le style, c'est parfois une discipline, un choix d'efficacité, une façon de respecter le lecteur en ne lui faisant pas perdre son temps. Alors oui, il y a une mélancolie, parce qu'on vit une époque où beaucoup de livres veulent tout dire, tout expliquer, tout surligner. La série noire, elle, préférait suggérer, tendre, serrer la vis. Elle croyait à l'intelligence du lecteur,
Elle croyait au non-dit. Elle croyait à cette sensation rare, comprendre sans qu'on vous tienne la main. Et quand on retombe sur cette cadence, aujourd'hui, ça fait quelque chose. Ça réveille. Ça rappelle qu'on peut écrire populaire sans écrire mou. Qu'on peut être simple sans être facile. Si cet épisode vous a donné envie, faites-le comme il faut. Choisissez un volume, ouvrez-le tard, quand la maison dort, et écoutez la voix. Pas seulement l'intrigue. La voix, vous verrez, elle arrive avant l'histoire. Avant de vous laisser, un petit mot pour le prochain rendez-vous, de l'autre côté dans Bobard sur Bobine. Sans titre, sans nom, juste un indice. La prochaine fois, on quitte le papier pour l'écran. On parlera d'un film où tout se joue dans les regards et les silences, avec une mécanique de piège qui se referme doucement. Un univers de couloirs, de portes qui isolent, d'ombre et de lumière bien placées. Et au centre, un personnage qu'on croit solide, mais que la situation met à nu, scène après scène. Ce ne sera pas une enquête à revolver, ce sera une enquête à tension, le genre qui s'accroche au ventre. C'était Sam pour Chronique Noire. Partagez, abonnez-vous et restez à l'écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Laissez un commentaire, mettez un petit « j'aime », abonnez-vous pour ne rien manquer, ça aide vraiment à faire vivre l'émission. Et si vous voulez aller plus loin, retrouvez l'article complet, les visuels et tout ce qui tourne autour du roman, rendez-vous sur mon site livreetsaveurs.fr. C'est là que tout se passe et vous y trouverez bien plus que ce que j'ai pu dire ici. Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau Chronique Noire ou Bobard sur Bobine.